Dans cette capsule, nous présenterons le raisonnement de base à l'origine de la problématique de tarification des services de santé. Précisons qu'il constitue en fait une introduction à nos deux prochains cours. L'objectif de cette capsule est double. D'abord, présenter quelques éléments introductifs à la problématique de tarification des services de soins. Ensuite, décrire et analyser les deux principales formules de rémunération des agents du système de soins, à savoir le paiement rétrospectif et le paiement dit prospectif. On commencera notre exposé par quelques éléments introductifs à cette problématique de la tarification des services de soins, avant de décrire dans les grandes lignes les deux mécanismes de financement des services de santé. Je tiens à préciser que cette problématique de la tarification se pose presque dans les mêmes termes pour la médecine ambulatoire et pour l'hôpital. Les économistes de la santé considèrent le mode de tarification et de financement des soins comme les variables clés dans la régulation du système de santé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, chaque modalité de tarification a une influence décisive sur le comportement des prestataires de soins. En fait, tout mécanisme de rémunération véhicule des incitations financières ayant leurs vertus et leurs effets pervers et présente donc, in fine, aussi bien des avantages que des inconvénients. Posons ici une petite parenthèse. Pour l'économiste, les incitations expliquent le monde. L'économiste ne croit ni à la vertu des intéressés, ni encore moins à la morale pieuse. Dans ces raisonnements, il suppose l'opportunisme et la mauvaise foi foncière des agents, c'est-à-dire en fait de tout le monde, du responsable politique à l'ouvrier d'usine, en passant par l'avocat, le médecin ou le garagiste. Bien évidemment, chaque mécanisme de rémunération suscite des réactions d'adaptation et de contournement chez les agents du système de santé. Ils finissent ainsi par s'adapter à chaque nouveau dispositif et arrivent même avec le temps à contourner les régulations. En définitive, aucun dispositif de rémunération n'a un effet neutre sur le comportement des agents du système de santé. Au-delà du discours lignifiant sur l'éthique médicale, dont le serment d'Hippocrate est l'illustration la plus exemplaire, il s'avère en définitive que le mode de tarification des soins a une influence critique sur le comportement des prestataires de soins. Ce constat est d'ailleurs confirmé par la plupart des études empiriques. En fait, tout mécanisme de rémunération véhicule des incitations financières ayant leurs avantages et leurs inconvénients. En surdéterminant le comportement des prestataires de soins, le mode de rémunération agit directement sur l'efficacité des soins et sur la dépense globale. En définitive, les mécanismes de rémunération sont aujourd'hui un paramètre essentiel dans l'organisation des systèmes de santé contemporains. Plus encore, le choix des mécanismes de rémunération agit, comme on le verra tout au long de ce chapitre, sur des paramètres aussi essentiels que le niveau d'efficacité des soins, le degré d'efficience du système de santé ou encore le rythme auquel se diffuse le progrès des techniques médicales. Commençons par poser les termes de la problématique sous-jacente à la tarification des professionnels de santé. La problématique de base de tout système de tarification est assez simple. Qui supportera en dernière instance le risque financier lié à la variabilité des coûts ? Précisons que le risque financier est lié à l'indétermination, à l'incertitude radicale qui pèse sur la dépense de soins. La variabilité des coûts est vraiment une spécificité de l'activité médicale en général. Ainsi, dans la plupart des cas, personne ne peut déterminer à l'avance et avec certitude combien va coûter le traitement de telle ou telle pathologie ou de tel ou tel patient. Cette indétermination qui pèse sur la dépense de soins est elle-même liée à la variabilité qui caractérise la plupart des actes médicaux. Plus concrètement, on observe une variabilité importante, d'abord dans les pratiques de prescription des médecins, d'un médecin à un autre et pour exactement les mêmes symptômes, la prescription de médicaments, d'actes diagnostiques ou encore de chirurgie peuvent varier dans des proportions assez importantes. Il y a également une variabilité importante des coûts hospitaliers entre les hôpitaux des mêmes pays. Ainsi, le coût moyen de prise en charge d'une pathologie, même en présence d'un protocole de soins explicite et contraignant, peut varier dans des proportions importantes, notamment selon la dimension d'établissement, la structure démographique du bassin de population qu'il dessert, ou encore le profil épidémiologique de cette population. Enfin, le coût total de traitement d'une même pathologie, même en présence d'un protocole de soins explicite et contraignant, peut aussi varier selon le profil personnel du patient, avec notamment l'âge ou la présence de comorbidités. En définitive, face à cette indétermination radicale, le financeur ne peut pas déterminer dans l'absolu si une dépense est justifiée ou non, dans la mesure où l'opportunisme des acteurs de soins, qui sont, ne l'oublions pas, des êtres humains comme les autres, reste une éventualité plus que plausible. En fait, la variabilité des coûts et le caractère indéterminé de la dépense laissent une marge discrétionnaire au médecin, et celui-ci peut très bien profiter de cet avantage informationnel pour augmenter indûment son revenu en multipliant les actes inutiles. Quand l'économiste ou le régulateur suppose l'opportunisme des agents du système de soins, il ne dit pas que c'est tous les professionnels de santé qui sont foncièrement opportunistes. Il existe sûrement, il existera toujours des médecins à la moralité exceptionnelle, fidèles en toutes circonstances à leur serment et qui n'abuseront jamais de leur position dominante dans la relation de soins. Mais il y a les autres,
qui, comme une bonne partie du genre humain dans cette société matérialiste, n'hésiteront pas une seconde à trahir la confiance de leurs patients et du financeur, rien que pour se remplir les poches. Ici, il ne faut pas être choqué. L'opportunisme est une hypothèse comportementale qui affirme simplement que chaque être humain pense d'abord à lui-même, à son intérêt personnel, avant de penser aux autres, à la communauté ou à l'intérêt général. Par parenthèse, je reste convaincu que l'opportunisme des agents est, dans une large mesure, l'hypothèse qui se conforme le mieux à la réalité anthropologique de nos sociétés contemporaines, marquée par l'individualisme, le matérialisme et l'hédonisme. En résumé, l'indétermination des dépenses de santé peut résulter essentiellement de 3 facteurs. D'abord, du choix et de la qualité des soins du producteur. Ensuite, du hasard qui amène aux soignants une proportion de patients plus ou moins coûteux. Enfin, de l'action volontaire du soignant pour gonfler indûment son revenu, par la demande induite entre autres. Remarquons que l'opportunisme du soignant peut se manifester à la fois dans le cadre du premier et du troisième facteur. Donc, seuls ces 2 derniers facteurs d'incertitude posent véritablement problème dans la problématique de tarification des services de soins. Prenons un exemple simple uniquement par rapport à ce troisième facteur d'incertitude. La demande de soins, comme on le sait, est médiatisée et influencée par les professionnels de santé qui disposent de l'expertise nécessaire à la décision. Le médecin dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire dans la relation de soins, notamment lorsqu'il pose son diagnostic et choisit un traitement pour son patient. À la fin des fins, il est ainsi le seul à décider du diagnostic et du traitement que nécessite l'état de santé de son patient. Il dispose en ce sens d'un avantage informationnel à la fois sur son patient et sur le payeur collectif, incarné en Algérie par la sécurité sociale. Dans ces conditions, le médecin peut parfaitement profiter de son avantage informationnel pour induire, au sens de provoquer ou de susciter, la demande de son patient, évidemment afin d'augmenter indûment son revenu. Il peut par exemple demander à revoir son patient au bout de quelques semaines pour facturer une deuxième consultation, même si le diagnostic posé ne nécessite pas dans l'absolu de visite de contrôle. Il peut également faire toute une batterie d'examens complémentaires tout à fait inutiles au regard de l'état de santé de son patient, examens qu'il va évidemment facturer à prix comptant. Évidemment, je ne dis pas que c'est le cas de tous les médecins en exercice. Mais il faut prendre conscience que dans le cadre de la médecine libérale, où la relation de soins devient à la limite une pure transaction commerciale, il n'est pas toujours évident que le médecin agisse au mieux de l'intérêt de son patient, comme le stipule le code de déontologie médicale. Il faut partir d'un principe. Le médecin n'est pas un ange. Pour une sordide question de sous, il peut potentiellement trahir la confiance de son patient. En définitive, l'asymétrie d'information au profit du médecin et le pouvoir discrétionnaire dont il dispose dans le cadre de la relation de soins rendent cette hypothèse de la demande induite plus que probable. Tout comme en médecine ambulatoire, il est très difficile d'imputer la responsabilité du risque financier lié à la variabilité des coûts dans les hôpitaux. Par exemple, pour un hôpital qui présente des coûts moyens plus élevés que la moyenne nationale, on peut éventuellement explorer plusieurs pistes d'explication. Ça peut être en raison de sa désorganisation et de sa mauvaise gestion, d'où la responsabilité de la direction de l'hôpital. Ça peut être aussi en raison de l'incompétence de ses chirurgiens, qui ont de faibles taux de succès lorsqu'ils opèrent. Ça peut également être en raison des problèmes d'hygiène, à l'origine d'un fort taux d'infection nosocomiale, ce qui induit en conséquence un allongement de la durée d'hospitalisation des patients. Par ailleurs, ça peut être du fait que l'hôpital est construit dans une zone où il y a beaucoup de retraités et reçoit donc un nombre important de patients âgés, dont la prise en charge se révèle particulièrement coûteuse. Enfin, l'augmentation des coûts moyens peut résulter du comportement volontaire de la direction, dans le cadre d'une stratégie opportuniste visant à exagérer la durée de séjour afin d'augmenter son budget. Les conséquences du risque financier peuvent peser soit sur le producteur de soins, soit sur le payeur collectif, soit sur le malade. Dans l'idéal, les conséquences du risque financier devraient peser sur l'acteur responsable de la dépense injustifiée. C'est-à-dire concrètement, le premier et le troisième facteur de risque devront être imputés à l'hôpital ou au médecin. Par contre, le second facteur, à savoir le hasard qui peut amener aux soignants des patients plus ou moins coûteux, relève bien évidemment de la responsabilité du payeur collectif, dans la mesure où le soignant n'a pas à assumer la responsabilité de ce facteur d'incertitude dans la dépense de soins, tout à fait indépendant de sa volonté. Toutefois, dans la réalité concrète de nos systèmes de santé contemporains, il n'est pas du tout évident d'imputer cette responsabilité. Et c'est justement tout le problème que pose le choix des modes de financement et de tarification des soins, qui est un véritable casse-tête pour tous les régulateurs à travers le monde. Pourquoi au juste cette difficulté à imputer la responsabilité liée aux conséquences du risque financier? D'abord parce qu'il est très difficile de constater et de chiffrer cette dépense injustifiée.
Ensuite, il n'est pas évident d'imputer la responsabilité de cette dernière à cause de l'asymétrie d'information qui caractérise la relation de soins et qui offre un pouvoir discrétionnaire quasiment sans limite à tout le corps médical. Rappelons qu'une répartition idéale des conséquences du risque financier implique que le premier et le troisième facteur de risque devraient objectivement peser sur l'hôpital ou le médecin, alors que le second facteur devrait être entièrement assumé par le père collectif ou la collectivité. Sans cette répartition du risque financier, les acteurs sont incités soit à augmenter la dépense par négligence ou par intérêt, soit à refuser de traiter certains malades, entre guillemets non rentables, d'où une injuste sélection des patients. En fait, la répartition du risque financier entre le soignant et le payeur collectif dépend en dernière instance du degré d'adaptation des tarifs à la réalité des coûts. Mais il s'avère au final très difficile d'adapter les tarifs à la réalité des coûts, à cause justement de l'asymétrie d'information qui existe entre le producteur de soins et le financeur. Malgré l'expertise des médecins contrôle, le payeur collectif est le plus souvent incapable de faire la part des choses entre ce qui est justifié et ce qui ne l'est pas. C'est justement tout le problème que pose le financement et la tarification des soins. Prenons un exemple pour illustrer combien il est difficile de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour les deux parties. Si le tarif est forfaitaire et fixé à l'avance selon la moyenne des coûts constatés, le producteur tirera une marge bénéficiaire d'un client peu coûteux par rapport à cette moyenne, mais il devra supporter la perte éventuelle engendrée par la présence d'un patient exceptionnellement coûteux. On parlera dans ce cas précis de financement prospectif ou ex ante. Dans ce cas de figure, on l'aura deviné, le risque financier entourant la dépense de santé est supporté essentiellement par le producteur de soins. Tout au contraire, si le tarif est fixé a posteriori avec un ajustement parfait au coût réel, ce qui implique que le tarif sera plus élevé pour les malades âgés ou graves, le producteur échappera en partie aux conséquences du risque financier. C'est donc le payeur collectif qui supportera l'essentiel du risque. On parlera dès lors de financement rétrospectif ou ex post. En définitive, soulignons que la diversité des modes de financement et de tarification des soins à travers le monde, que ce soit d'ailleurs en médecine ambulatoire ou pour les hôpitaux, est en lien justement avec cette problématique du partage du risque financier lié à la variabilité des coûts entre le producteur de soins et le financeur. Voyons maintenant plus en détail comment sont tarifés les services du système de santé et quelles sont les conséquences de ces différents mécanismes de rémunération sur les comportements des soignants et la dépense globale. Les économistes distinguent deux principaux modes de financement des dépenses de santé. Comme on vient de le voir, il y a d'une part les financements prospectifs et d'autre part les financements dits rétrospectifs. Ces deux mécanismes de tarification n'ont évidemment pas les mêmes implications sur le comportement des soignants et la dépense globale, comme on aura à le voir dans les deux prochaines capsules de cours. Il y a donc d'abord le financement rétrospectif ou ex post. Le principe des tarifs rétrospectifs consiste à fixer le tarif du producteur de soins en fonction des dépenses moyennes ou supplémentaires engagées par lui pour les soins. Le producteur de soins doit simplement faire connaître ses coûts au financeur, qui procédera en conséquence à l'ajustement de son tarif. En fait, à la fin de chaque période, le producteur de soins, qui peut être le médecin ou l'hôpital, adresse une facture détaillée au financeur. Par exemple, dans un hôpital financier à la journée d'hospitalisation, à la fin de chaque année, on calcule le coût moyen des différents actes thérapeutiques. Par exemple, celui de la cure de chimiothérapie, de la séance d'hémodialyse ou encore de l'oxygénothérapie. L'hôpital envoie par la suite une facture détaillée au financeur, qui peut être la sécurité sociale ou l'État. Cette facture va évidemment répertorier le coût moyen de chaque acte thérapeutique et leur nombre respectif. On le voit bien, la tarification rétrospective fait peser tout le risque financier sur le payeur collectif. De ce fait, le financeur devient un payeur passif, qui n'a absolument aucune prise sur l'ampleur de ses dépenses. Et on le devine aisément. Appliquer le principe de tarification rétrospective en contexte d'asymétrie d'information risque tout simplement de ruiner le financeur, parce que justement, il perd tout emprise sur ses coûts et ses dépenses.
ce qui peut évidemment compromettre au final les équilibres financiers du payeur collectif. Précisons au passage que le financement rétrospectif était courant jusqu'au début des années 80, tant pour les médecins avec le paiement à l'acte que pour les hôpitaux avec le financement à la journée d'hospitalisation. Le paiement prospectif est l'autre mode de financement des dépenses de santé. Aux antipodes du paiement rétrospectif, le financement prospectif consiste au contraire à fixer à l'avance un tarif pour un service médical défini et à s'y tenir quel que soit le coût réel. La fixation préalable d'un forfait de remboursement opère un transfert du risque financier sur le producteur de soins. Le financeur est dès lors plus ou moins assuré d'échapper aux stratégies opportunistes éventuelles du producteur de soins. Selon les systèmes de santé, dont l'organisation et le fonctionnement sont, rappelons-le, marqués par l'histoire singulière et la culture nationale de chaque pays, ce tarif forfaitaire peut être imposé au producteur de soins par le payeur collectif ou bien négocié avec lui. Notre présentation étant terminée, je vous invite de bon cœur à poser vos questions, notamment via les commentaires sur la page YouTube de la capsule de cours.